Merci beaucoup. Je vais vous partager ma vision expérience sur la plus grande des structures vivantes artificielles qui accueillent la plus haute densité des vies humaines, c'est-à-dire les villes, aujourd'hui au XXIe siècle. Les villes, nous sommes aujourd'hui dans un monde urbain, nous sommes dans une des plus belles villes du monde, Paris, et dans une grande métropole. Les villes, pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Nous sommes des urbains. La majorité, aujourd'hui, des hommes et des femmes vivent dans le monde. Mais ce qui est important, c'est cette croissance phénoménale. Dans les même pas 100 dernières années qui viennent de passer, où l'humanité est passée de 3 milliards à plus de 7 milliards aujourd'hui. Et l'activité humaine et la concentration urbaine ont donné lieu, à droite, à cette ligne blanche qui n'est pas top, puisque nous avons dépassé les 400 ppm, particules par million, donc des CO2, qui met en danger, de manière donc, très dure, la survie même de l'humanité à l'échéance de 50 prochaines années. Donc la vie humaine, la vie urbaine et l'activité humaine sont étroitement liées pour connaître quel sera notre futur si nous ne revenons pas à une vision intelligente et humaine de nos villes aujourd'hui au travers le monde. Que vous soyez aujourd'hui en Europe avec une petite croissance sur les 50 dernières années, les prochains 50 dernières années, c'est-à-dire 650, 700 millions d'habitants, par rapport à la croissance que nous avons aujourd'hui en Afrique et en Asie, ça nous amène un peu d'humilité sur ce que représente l'Europe et nos villes urbaines aujourd'hui dans le monde. Sur ces cercles que nous voyons là, il y a plus de gens qui habitent aujourd'hui dedans au niveau urbain qu'à l'extérieur de ces cercles-là, et ce, sur toute la planète. L'Afrique est un continent d'espoir aujourd'hui, se profile avec donc, des pays comme le Nigeria, ça sera la 4e puissance démographique mondiale à même pas l'échéance de 10-15 ans, 450 millions d'habitants, avec des villes comme Lagos, qui aujourd'hui possède déjà 20 millions d'habitants, quand il n'y a même pas 15 ans, il s'était à peine à 4-5 millions d'habitants. Donc nous sommes aujourd'hui dans un monde qui change, parce qu'il bascule non seulement d'une vie urbaine, mais il bascule vers une vie urbaine qui va vers l'axe sud-est de la planète, là où nous avons été habitués, pendant, donc, au début du siècle jusqu'à maintenant, à cette hégémonie culturelle, urbaine, sociopolitique, de l'axe nord-ouest où nous vivons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la vie urbaine dans les mégalopoles et les métropoles, c'est quelque chose de courant. 10% de la population mondiale de la planète aujourd'hui habite dans 35 villes qui font en moyenne 30 millions d'habitants, la moitié de la France. C'est ça aujourd'hui la nouvelle donne urbaine qui va continuer à progresser parce que irrémédiablement, aujourd'hui en Europe, 80% de la population presque habite dans les villes, mais des pays continentaux comme l'Inde, qui est la première démographie mondiale à l'échéance de quelques années, est déjà donc en majorité urbaine. Et des pays continents comme l'Amérique latine où je suis né, où il y a 30 ans, c'était 70% rural, 30% urbain, ça devient aujourd'hui 70% urbain, 30% rural. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, au XXIe siècle, donc des urbains, sur l'ensemble de la planète, avec une croissance qui continue de plus en plus forte. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi de nouveau dans cette configuration ? C'est que notre monde au XXIe siècle est devenu en même temps ubiquitaire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de la planète, l'ubiquité au XXIe siècle, c'est aussi courant que la vie urbaine. Nous sommes aujourd'hui face à l'émergence dans l'humanité d'un mix entre une culture urbaine, citadine, métropolitaine, une culture de ville, et une culture ubiquitaire où chaque personne possède au minimum 1, 2, 3, 4 appareils ubiquitaires, et cette quantité va continuer à progresser. Nous avons aujourd'hui autant de smart quelque chose que des humains, et dans quelques années, nous serons donc sur une proportion de peut-être 4 ou 5 bien plus supérieure. Et le mapping des échanges ubiquitaires correspond parfaitement à la vie et à la culture urbaine. C'est donc la naissance aujourd'hui d'une nouvelle approche par rapport aux villes. Pendant longtemps, les villes étaient constituées des infrastructures, des urbis en latin, des espaces publics, les sokalos, l'agora, chez les Grecs ou chez les Romains, donc l'espatium,
et les règles du bien commun, la res publica, c'est-à-dire la politique des choses. Autour donc des citoyens qui est le cœur de la vie de la cité, pour rappeler donc ce nom grec. Au XXIe siècle, nous venons coupler aux citoyens que vous êtes chacun de vous, aux humains que vous êtes chacun de vous, l'ubiquité qui est permanente, qui est intrinsèque et qui fait partie aujourd'hui de l'être urbain. Civis et ubiquitus vont de pair aujourd'hui ensemble dans la construction d'un nouveau monde urbain. Les PIB, la croissance qu'avant on mesurait par rapport aux États et qu'on continue à mesurer par les États, elle devient aujourd'hui extrêmement importante au niveau des villes. Et parfois, il est plus intéressant d'être donc au maire d'une ville que ministre d'un État, quand on voit que le centre de gravité donc, du produit interne brut des villes est supérieur à celui des multiples États, et que l'attractivité sociale, économique et politique du monde urbain est parfois plus importante dans les villes, qui même deviennent, par rapport aux États qui les hébergent, extraterritoriales dans ces relations. Il y a plusieurs relations entre Paris et San Francisco qu'entre Paris, Bordeaux et Nice, ou Nîmes, indépendamment de la couleur politique, comme il y en a plusieurs relations entre San Francisco et Tel Aviv qu'entre San Francisco et Boston. Voilà. Donc ce monde urbain qui aujourd'hui émerge devant nous ramène à un nouveau monde que vous connaissez aujourd'hui presque tous, qui est celui de la transcendance des objets par rapport aux services. On ne parle plus de posséder ma voiture, je parle de la mobilité comme usage social. Je ne parle plus d'aller à l'université dans des briques précises, je peux prendre des cours par Internet, je peux accéder au MOOC. Donc, nous avons aujourd'hui des cultures urbaines ubiquitaires dans lesquelles les fonctions sociales viennent prendre le dessus par rapport à la possession des objets et qui se croisent entre elles. Quand je me déplace en mobilité, je peux utiliser aussi bien un véhicule partagé, un vélo, comme je peux marcher à pied, tout simplement, dans une notion de découverte de la ville. Donc la grande question qui angoisse les gens quand je me déplace dans le monde entier, c'est est-ce que ma ville était smart? Voilà. Et donc c'est devenu aujourd'hui la baguette magique, ma ville était smart et je vis une ville smart. Et donc nous avons dans les revues, toutes les semaines, tous les mois, les classements, les QI, la ville la plus intelligente en France, en Europe, dans le monde, etc. Et nous vivons obnubilés par les QI de ma ville. Mais être smart aujourd'hui, ce n'est pas une question de silicium ou d'algorithme. La ville n'est pas un algorithme, la ville n'est pas un ensemble de silicium. La ville est avant tout une identité sociale, territoriale, économique, géographique, politique, qui est par ailleurs empreinte et chargée d'une très grande histoire. Aucune ville ressemble à une autre, chaque ville est différente. La ville est une abstraction qui n'existe pas. Il existe des villes dans lesquelles je suis. Et la ville demande une identité, la ville est aussi sensible. La ville vous parle, comme nous parlons à la ville, en fonction de la manière comme nous vivons avec elle, puisque la ville est aussi un organisme vivant, et elle obéit aux problématiques des systèmes complexes vivants, la nécessité, nos besoins et les hasards, l'aléatoire qui nous entoure en permanence. Donc la ville n'est pas notre capacité à utiliser massivement nos téléphones. Est-ce que ceci est smart? Mais ce n'est pas uniquement donc, au Japon, j'étais à Tokyo il n'y a pas longtemps, c'est aussi chez nous. Combien de personnes regardent avec leurs propres yeux la vie qui défile? Combien de gens voient les trains de leur vie passer parce qu'ils sont collés donc, à cet instrument ubiquitaire qui les enlève la vraie perception de la nature de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Smart Ma City, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire stop. On passe à autre chose. Assez de temps passé à croire que les QI de la ville est relié au silicium, aux objets connectés et au dernier algorithme que j'ai conçu pour enlever peut-être quelques bouchons. Il faut que la vie reprenne la place dans l'humain en permanence, que la joie, que le désir, que la sensibilité, que les sensations donc, deviennent dans la ville, et il faut que nous rentrons dans cette notion donc, de fête et de joie, parce qu'on peut le faire, pour que la ville soit un organisme permanent, bouillonnant et en mouvement. Donc je dis, allons-y effectivement sur cette Smart City humaine qui est un peu ma marque de fabrique dans cette scène mondiale. Donc, la ville, ce n'est pas une Smart Zone champignon. La ville,
Donc c'est des enfants, c'est des personnes âgées, c'est des couples, c'est de l'amour, c'est des lieux publics, c'est des espaces publics. La ville, c'est brassage, c'est mixité, c'est diversité, c'est mélange. Chaque fois que nous sommes dans un environnement urbain, la chose la plus importante qui existe, c'est quand les gens se rencontrent entre eux. Les bons retours d'investissement dans les villes, c'est les retours de collision. Les retours des collisions, les retours des rencontres, les retours du brassage, les retours de la mixité. Comme disait Edgar Morin lors d'une conférence auquel nous avions invité, la chose la plus importante, c'est dans la ville dire bonjour à quelqu'un, parce que le dire bonjour, ça veut dire tu existes. C'est pour ça que donc je plaide pour que nous prenions conscience de la complexité de la ville, du désordre métabolique qui s'opère aujourd'hui dans nos villes, de l'obésité qui a gagné nos villes dans sa croissance complètement disproportionnée et également dans la distanciation qui s'est créée entre les citoyens et sa ville, dans lesquelles donc, cette appropriation de l'espace public disparaît, et souvent parce que le centre d'intérêt au travers de l'ubiquité donc les décale de ce qui devrait être son centre d'intérêt, c'est-à-dire tisser des relations entre les uns et les autres pour vivre de manière épanouie et mieux vivre ensemble. On n'a pas attendu le XXIe siècle pour que les villes soient intelligentes, puisque nous avons toujours ici des héritages gallo-romains pas loin, des agoras et autres, qui nous ont montré que l'homme et la technologie savent coexister ensemble, que la technologie, donc aujourd'hui, est un outil indispensable si nous sommes capables de comprendre les vrais challenges urbains. Et les challenges urbains que nous avons aujourd'hui devant nous, quelle que soit la ville dans laquelle nous soyons au monde, au nord, au sud, au l'est, à l'ouest, c'est le bien vivre ensemble social, l'identité culturelle par rapport à l'endroit où je suis et les miens, créer de la valeur ajoutée, être capable de vivre dans une économie donc, qui nous apporte une certaine croissance pour le bien-être de tous, être conscient de la fragilité des ressources écologiques et être capable de vivre en situation de crise, parce que la ville est en permanence soumise et secouée par des aléas à tout instant que personne ne peut prévoir, c'est les propres donc des aléas. C'est pour ça que la ville intelligente et humaine, elle doit être avant tout braquée sur la qualité des vies, sur la place de l'humain, quelle qu'elle soit la ville, quelle que soit la taille de la ville. C'est pour ça que nous devons construire donc, des villes vivantes. C'est pour ça que nous devons construire des villes dans lesquelles nous sommes dans une notion de vie et de partage. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui, avec la technologie comme à Nantes, avec les machines et les éléphants, qui constituent des lieux de vie et d'agrégation des hommes et des femmes. C'est pour ça qu'on se peut permettre d'aménager les quais des Seines, les quais des Loirs, de rendre la place aux musiciens, aux artistes, aux jeunes, aux moins jeunes, parce que chacun apporte avec son propre intelligence émotionnelle un regard sur la vie qui devient les siens et s'approprie d'un morceau de ville, parce que la ville en réalité est un patchwork, la ville n'est pas homogène, la ville elle est diverse, non seulement par ses quartiers, mais elle est diverse par les origines culturelles, sociales, parce qu'aujourd'hui nos villes sont cosmopolites, parce qu'aujourd'hui nos villes ce sont des villes-mondes, comme l'a dit Saskia Sassen. Et la ville-monde est une ville qui est avant tout ouverte vers l'extérieur, tout en ayant sa propre identité. La problématique identitaire, ce n'est pas de dire « je suis parisien et fier de l'être ». La problématique, c'est de dire « j'aime Paris, mais je suis ouvert au monde et ma ville s'est construite avec les autres ». Et cette intelligence émotionnelle aujourd'hui joue un rôle majeur. Nous devrions être tous Charlie, et pas uniquement le moment où une catastrophe, une crise s'est produite. Nous devons aujourd'hui donc transcender les concepts mêmes de l'intelligence de la ville pour aller alors sur le concept du partage. Une ville intelligente et humaine est une ville dans laquelle les partages s'installent dans le cœur des hommes et dans laquelle s'installent comme mode de vie ou au quotidien. L'intelligence humaine de la ville doit comprendre que nous vivons collectivement, que nous sommes liés ensemble les urbains et que nous sommes interdépendants les uns des autres et qu'en même temps, les tissus urbains, sociaux, économiques, culturels, politiques de la ville est extrêmement fragile. Tout peut basculer d'un instant à l'autre. Une tempête, des inondations, mais aussi de la vulnérabilité sociale et économique qui peut se produire. Nous le voyons un peu partout dans le monde. Toutes les villes sont menacées aujourd'hui dans le monde par les mêmes fléaux, souvent liés à l'activité humaine. Le climat, la pollution. 80% des villes aujourd'hui au monde offrent donc une qualité de l'air irrespirable, disait l'OMS il n'y a pas longtemps. Les stress hydriques, le manque d'eau, il faut aller le chercher de plus en plus loin. La montée des mers, l'afflux des réfugiés
qui aujourd'hui créent de nouvelles tensions sociales urbaines. Les continuités de services dans la ville, quand on a des situations difficiles, donc on se présente devant nous. Les nouvelles maladies urbaines, la tropicalisation des vecteurs des maladies qui autrefois étaient les problèmes du Sud, aujourd'hui c'est les problèmes du Nord aussi. Les premiers cas de Zika ont été déclarés en France avant-hier, des choses qui paraissaient impossibles. La vulnérabilité de nos villes est plus importante qu'on le croyait, parce que nous sommes face aujourd'hui à des héritages d'un urbanisme de notre temps. Nous avons conçu les villes dans les années 50 dans une version pétrolière, dans une version d'énergie fossile, dédiée à la voiture. Nous n'étions pas des hommes et des piétons dans les villes qui s'appropriaient l'espace urbain et public. Nous étions des hommes centaures, mi-hommes, mi-voiture, qui circulaient allègrement de grands boulevards avec 4, 5, 6 voies qui traversaient la ville. Le temps des hommes centaures est révolu, mais l'héritage urbanistique est resté. Donc nous avons aujourd'hui des villes asséchées, qui ont perdu leur biodiversité, l'eau n'existait plus. Donc les arbres donc, ont foutu le camp parce qu'on a bitumé. Et donc cette image qui a été prise le 4 juillet de l'année dernière à Aubervilliers, ce n'est pas une partie bucolique des gens de plusieurs générations qui se réunissent autour d'une fraîcheur donc pour jouer de manière intergénérationnelle, non. C'est la crise de l'urbanisme donc des années 70 avec les HLM et la vulnérabilité socio-culturelle qu'on a créée dans les villes, qu'on a pu voir donc ce qu'on appelle les banlieues. Et donc les gens, ils viennent hacker la ville, ils hackent donc le robinet des bornes d'incendie pour pouvoir donc disposer d'un moment de fraîcheur quand il fait 40 degrés donc, dans la ville, chaleur incrémentée par les canyons urbains, par donc, la HLM, etc. Et aujourd'hui, on s'est posé la question, à chaque été, qu'est-ce qu'on va faire dans ces lieux-là? Parce que ceci va continuer de plus en plus. Chaque année, ça sera de plus en plus, parce que nous allons aussi vers un réchauffement climatique de plus en plus important. Les tensions sociales aujourd'hui, elles font partie de la vie quotidienne et nous sommes bien placés aujourd'hui en France pour les dire. Et ça fait partie de la vie urbaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est plus que jamais indispensable de faire renaître, de faire naître s'il le faut, une culture urbaine dans laquelle on puisse s'approprier des concepts donc, de base qui sont la démocratie, mais non pas uniquement la démocratie élective, mais la démocratie participative. L'équité, et non pas l'égalité, l'équité, et l'éducation comme socle des changements et des transformations des mondes urbains. Nous vivons dans une période de crise économique. Et je dis que malgré tous ces éléments-là, il y a de la lumière au bout du tunnel urbain. Et que nous pouvons, avec une Smart City intelligente et humaine, redonner du cœur à la vie et redonner de la vie à la ville en permanence pour un meilleur avenir ensemble. À condition que nous soyons capables de faire converger 3 éléments majeurs de transformation, de disruption. L'inclusion sociale, la réinvention des infrastructures urbaines et la technologie ubiquitaire comme levier et élément de changement. Si nos villes ne sont pas inclusives, quelle qu'elle soit la technologie qu'on utilisera, on sera toujours dans des tissus urbains qui vont se désagréger. Si nos villes ne se réinventent pas dans les infrastructures urbaines, même si on a une démarche d'inclusion sociale, on ne sera capable de la rendre viable. Et les infrastructures, parfois c'est 20 ans ou 30 ans pour changer. Donc plus que jamais aujourd'hui, il est indispensable de prendre des mesures pour redonner la ville à la vie, pour désacraliser la ville par rapport donc, aux grands projets urbains, des voiries, des voitures et de grands donc, aux projets qui enlèvent la ville de la vie et pour redonner la ville aux habitants avec donc, la capacité technologique qui s'offre aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit que les challenges qui se présentent aujourd'hui dans les mondes urbains, c'est l'hybridation sociale technologique. Et les villes qui vont dans ce sens-là réussissent à construire de l'inclusion sociale parce qu'on est capable de gérer ces cycles-là. Nous vivons une période formidable au XXIe siècle. Nous parlons souvent de la révolution ubiquitaire, la révolution digitale, mais c'est qu'un aspect des 3 révolutions que chacun de vous est en train de vivre aujourd'hui. Nous avons une révolution des nanotechnologies qui va changer la manière de se relationner avec les capteurs, les objets, les matériaux. La biotechnologie, l'ADN, la perception du corps humain et la robotique cognitive et les assistants personnels. C'est aujourd'hui la transformation disruptive de l'humanité à l'aune de la convergence de ces 4 technologies qui est mise en valeur, mise en projection, positionnée pour qu'elle traverse nos vies, pas comme le monsieur qui dort, pas comme le monsieur qui va se faire écraser,
pas comme celui qui simplement se géolocalise, donc pour exister en tant que zombie geek, puisqu'on peut être hyper connecté, y compris avec des objets, et être totalement déconnecté du monde social. Nous ne pouvons plus aller dans une humanité qui soit hyper connectée et socialement déconnectée. La connexion, aujourd'hui, se joue dans les villes, dans nos quartiers, par ce que j'appelle l'hyperproximité. Le 21e siècle, c'est le siècle des villes. Le 20e siècle, c'est le siècle des États. Le 19e était le siècle des empires. L'hyperproximité, c'est la nouvelle bataille qui se joue, c'est-à-dire être capable d'être connecté dans nos quartiers, dans chacun de nos lieux de vie, tout en les mettant au service du challenge que j'ai évoqué au début de ce talk, social, culturel, économique, écologique et des résiliences. La technologie a hacké nos vies depuis 10 ans, puisque nous sommes souvent smart device dépendants. Aujourd'hui, c'est la ville qui doit hacker la technologie. Et la technologie doit hacker la politique pour, à ce moment-là, réenchanter nos vies. Je l'ai dit à l'approche des élections en France, on ne peut pas réenchanter un pays si on n'est pas capable de réenchanter nos vies. C'est pour ça, messieurs, dames, chers amis, rentrant chez vous, dites-vous chaque jour comment je peux participer à cet ouvrage collectif et collaboratif qui est de réinventer nos vies. Donnons-le la place à l'amour, donnons-le la place à la fraternité, donnons-le la place à la collaboration. Cette photo a été prise par un photographe devant le Bataclan, sur lequel aujourd'hui on l'honore, parce que nous voulons que ce soit l'amour qui prime dans nos villes et pas la haine, pas le refus de l'autre. Donc vive l'amour, vive les villes, vive l'intelligence urbaine, sociale et collaborative. Merci.